Bonjour, pour continuer notre évocation de la libération en Bretagne, on va s'intéresser au regard des GIs américains sur la fin du conflit. Avec d'abord ce livre intitulé Quelque part en France, c'était 44. On le doit à John J. Morris, éditeur au magazine Live à Londres. Il quitte son bureau en 44 pour sillonner la Bretagne et la Normandie et photographier les civils, les réfugiés. Ces photographies sont exposées ici, place de la mairie, en septembre. Mais d'abord, direction les bureaux de France 3 Bretagne pour découvrir le travail d'un autre GI américain, lui aussi photographe. C'est par ici, on rentre dans le studio où se termine actuellement un documentaire sur Tony Vaccaro. Alors ce documentaire, on le doit à Jean-François Parrain. Bonjour, vous êtes réalisateur. Ce Tony Vaccaro, il est soldat américain mais aussi photographe. Alors Tony Vaccaro, dans quelles conditions il débarque en Normandie ? Alors il débarque le 18 juin avec la 83e division d'infanterie et c'est un simple soldat, c'est vraiment un fantassin de base. Il a son fusil mais il a aussi un appareil photo. Il va rester longtemps en France ? Alors il va faire toute la campagne, il va faire toute la bataille de Normandie, la libération de la Bretagne, et ensuite son régiment va partir pour la bataille des Ardennes, et ils vont arriver jusqu'aux portes de Berlin en mai 1945. Et alors avec son appareil photo, il fait des clichés remarquables. Oui. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que jamais il ne le lâche. C'est-à-dire qu'il fait des photos de la Normandie jusqu'à Berlin. Et il va faire notamment une photo très fameuse le 15 août 1944 à Saint-Briac. C'est quoi cette photo ? Alors c'est la photo d'un sergent américain qui embrasse une petite fille au cours d'une danse du tapis. Et c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est une photo emblématique de la libération de la France. Alors, une photo heureuse, mais aussi des photos tragiques, il y a tout dans son témoignage. Oui. Et il veut vraiment, il est vraiment acteur dans la guerre, en tant que soldat, mais il est aussi spectateur. Il veut témoigner de la laideur de la guerre. C'est une mission pour lui. Il part sans être un photographe professionnel, mais il veut être journaliste, il veut être photographe, et c'est comme ça qu'il le devient. Quel regard il portera par la suite sur cette époque de sa vie ? Alors, il aura un regard, d'abord la guerre va le dévaster moralement, il ne voudra plus jamais photographier la guerre. Quand Capa va lui demander de faire des photos pour Magnum, il va dire non, je veux pas y aller, je veux plus faire la guerre. Et il va faire de la mode et des célébrités, des gens qu'il aime, mais des gens formidables comme Picasso, comme Calder, comme Jean Renoir ou le grand architecte américain Frank Lloyd Wright. Merci Jean-François. Alors on va se plonger maintenant dans les archives de l'INA avec un document d'époque sur l'arrivée des GIs américains justement, mais à Rennes, lors de la libération de la ville en août 1944. Aujourd'hui, le mythe du libérateur américain fait toujours rêver. Ces GIs, avec leurs jeeps et leurs véhicules militaires, passionnent les amoureux de matériel de guerre. C'est le cas de l'association Bretagne 3945, basée à Anvec, dans le Finistère. Rencontre. C'est un bloc après-guerre ou avant-guerre ? Toujours, c'est un bloc. Quelques réglages s'imposent, mais ces véhicules-là, c'est du solide. Entretenus par des collectionneurs, les carrosseries n'affichent pas leurs 70 ans d'âge moyen. Camions, jeeps, sidecars, du Made in USA restaurés par des passionnés. Et quand ils partent en convoi, l'uniforme est de rigueur, copie pour certains, vêtements d'époque pour les puristes. Moi, je mets un petit point d'honneur à m'habiller en original. C'est une forme aussi de se dire que ce sont des Américains qui ont porté cet uniforme. Nous, on revit un petit peu la reconstitution. On se dit qu'on est un petit peu dans la peau d'une personne qui était là 70 ans avant. On est attiré tout petit déjà par tout ce qui nous entoure, le kaki, les jeeps, tout ça. Et puis habitant au bord de mer, on a tous les blocos gamins, on allait courir là-dedans. On s'y croirait, non, sur ces routes de la libération. Un grand pas en arrière, mais des engins bien gourmands aujourd'hui. Essence pour tout le monde et 50 litres au 100 pour un camion. Une passion dévorante qui fait toujours briller des étoiles dans les yeux de ces grands enfants.
la Jeep, c'est un petit peu le véhicule de la liberté. Ce véhicule-là, c'est quand on est tout petit, qu'on voit des films de guerre ou qu'on voit des images d'archives, c'est vraiment le véhicule qu'on voit partout. Il était en Europe, on l'a retrouvé aussi dans le théâtre du Pacifique. C'est vraiment le véhicule mythique du GI. Une Jeep conçue pour les GI, increvable, réparable sur le terrain. Quant au GMC, ces poids lourds sont de la même trempe. Pendant la guerre, l'armée des États-Unis en commandera 600 000. Unique en revanche, ce sidecar miraculé. C'était une épave. J'ai tout refait de H à Z. Vous l'avez trouvé où? Ça vient de Grèce. Et c'est facile à conduire? Ça, il faut le dire vite. Que des pièces rares comme ce Citroën U23. Lui et son propriétaire tournent même pour des films, mais la véritable histoire de ce camion, la voilà. C'est un véhicule qui a servi à l'armée française avant d'être récupéré par l'armée allemande, qui l'a donc refait les peintures et qui a été refait par les résistants qui l'ont repeint avec les marquages FFI après, donc pour la fin de la guerre, quoi. Blessés eux aussi au combat, ces véhicules nécessitent des heures de réparation, mais la relève est là. Pierre-Yves Bachelot a embarqué ses 2 fils dans l'aventure. À la tête de l'association, il conduira sa troupe en Normandie pour parader pour les 70 ans du D-Day. On laisse nos collectionneurs à leur manœuvre et à leur mécanique. N'oubliez pas, pour revoir cet itinéraire, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne. Allez, on y va, Didier ?